Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux, aussi nombreuses à l'auditorium Michel Laclotte pour cette rencontre exceptionnelle autour des grandes restaurations du département des peintures. La rencontre de ce soir va en entraîner d'autres dans son sillage pour donner la parole aux conservateurs et aux conservatrices du musée du Louvre afin de vous entraîner à la découverte de leur travail, de leurs recherches et de la vie de nos collections. Et nous sommes très heureux pour inaugurer ce nouveau format d'accueillir ce soir Sébastien Allard, directeur du département des peintures, Côme Fabre, conservateur au département des peintures en charge des collections françaises et nordiques de la fin du XVIIIe et du 1er XIXe siècle, ainsi que Bénédicte Trémolière et Laurence Mugnot, les restauratrices qui œuvrent depuis de longs mois maintenant à un très grand chantier, celui de la liberté guidant le peuple de Delacroix. Et ce soir, elles vous montreront des images inédites, exclusives, en avant-première de cette restauration, avant que le tableau ne regagne ses cimaises dans les salles rouges la semaine prochaine. Et pour bien comprendre le contexte au long cours dans lequel s'inscrit cette restauration, Sébastien Allard va d'abord vous proposer un panorama d'une décennie de restauration au département des peintures, de grands chantiers où l'on croisera, outre Delacroix, Cimabue ou encore Rubens, puisque nous irons jusqu'au chantier toujours en cours, afin de remettre aussi la liberté guidant le peuple et sa restauration dans un contexte plus large. Je leur cède la parole, je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une très bonne conférence. Oui, merci. Nous comptions présenter ce bilan, ce qui nous semblait important, notamment au moment où il y a l'exposition consacrée à Van Eyck, qui est le résultat d'une restauration, comme les expositions dossiers qui vont suivre, l'exposition consacrée au Gilles de Watteau à l'automne, puis l'exposition consacrée à la Maestà de Cimabue au printemps prochain. On voulait aussi faire un bilan de 10 ans de restauration, d'une part pour rendre compte de notre action en ce domaine et d'autre part aussi pour dire que c'est le chantier de restauration le plus important qu'on ait mené depuis le Grand Louvre, grâce à l'investissement du Louvre dans ce domaine, mais aussi grâce à des mécènes privés, en particulier Madame Isabelle Ehalette, qui nous permet la restauration des grands formats du XIXe siècle sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie d'un département et du musée du Louvre que l'activité de restauration, et cette conférence aussi essayera en tout cas de vous montrer la complexité de ce travail et le nombre d'acteurs qui sont impliqués dans ce travail de restauration. Donc il y aura des choses extrêmement concrètes et puis des choses, disons, un petit peu plus séduisantes, sexy, je ne sais pas comment dire, intéressantes, directement liées aux œuvres. Ce que je voudrais dire aussi en introduction sur la question de la restauration et de l'importance du travail de restauration pour les conservations du musée du Louvre, et en particulier pour la conservation du département des peintures, c'est que c'est au cœur de notre métier de conservateur, avec ce terme de conservateur qui me semble tout à fait inadéquat, puisqu'il semble indiquer qu'on fige les choses, alors que c'est exactement le contraire qui se passe, puisque notre activité consiste en quelque sorte à gérer différentes temporalités, le passé, le futur, bien sûr, et le présent. Et en matière de restauration, on gère, si vous voulez, un patrimoine, donc quelque chose qui nous est transmis du passé, pour le transmettre le plus longtemps possible au futur et au présent, pour le donner à voir, à admirer, à critiquer peut-être aussi au public d'aujourd'hui. Donc c'est cette articulation des temporalités qui est au cœur de notre activité, particulièrement dans l'activité de restauration. Vous pouvez peut-être penser, avec Côme qui a constitué ce PowerPoint, on peut penser que l'activité de restauration, c'est celle
que vous voyez ici à l'écran, c'est-à-dire le restaurateur ou la restauratrice avec son coton-tige, seul face à l'œuvre, et peut-être hors champ le conservateur derrière qui donne plus ou moins des ordres. Ce n'est pas du tout la réalité de ce qui se passe concrètement sur une restauration. La restauration faisant intervenir à différentes étapes, on pourrait estimer à peu près une quarantaine de personnes. Donc je vais vous décrire très brièvement et très factuellement les différentes étapes avant la restauration, pendant la restauration, après la restauration, et vous décrire les personnes qui sont impliquées dans la restauration. Avant la restauration, il y a tout d'abord la définition d'un programme de restauration qui est établi annuellement et en général sur plusieurs années à partir des besoins ou des désirs des différents conservateurs qui soumettent des listes et sur lesquelles nous travaillons chaque année pour déterminer cette programmation. Puis, une fois que nous avons déterminé une liste annuelle, il y a tout un travail de décrochage, on décadre les tableaux, on les transfère en réserve, on les transfère à l'atelier de restauration. Ensuite, les tableaux sont transférés au Centre de restauration et de recherche et de restauration des musées de France, le C2RMF, pour établir un dossier d'imagerie, un peu comme dans une opération, si vous allez à l'hôpital, dans une opération, un dossier d'imagerie qui nous permet, d'une part, de savoir si cette restauration est faisable et quelles vont être les conditions de réalisation, et si oui, quelles sont les conditions de réalisation de cette restauration. Ensuite, nous respectons les règles des marchés publics et autres. Il y a soit des mises en concurrence avec des restaurateurs. Les restaurateurs au musée du Louvre n'étant pas des restaurateurs fonctionnaires, mais des professions libérales, nous avons des restaurateurs qui font des propositions à partir des dossiers qui ont été établis au C2RMF, et nous choisissons en fonction d'un certain nombre de critères à partir de ces dossiers. Il y a donc cette phase d'analyse des offres. Là, maintenant, apparaît sur le tableau les personnalités diverses et variées qui sont impliquées à ces différentes étapes qui précèdent la restauration. Et vous voyez qu'il n'y a pas que les conservateurs, mais que ça implique tout le département des peintures, les régisseurs, la documentation, les différents services du Louvre, la commission des restaurations, le service du mécénat, le personnel du C2RMF. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque la restauration commence, aucun travail, je dirais, en dehors de l'écriture d'un livre, aucun travail dans un département du musée du Louvre est un travail solitaire, c'est un travail collectif. Et le travail de restauration commence par la mise en commun des différentes compétences qui vont œuvrer autour d'une œuvre ou d'une série d'œuvres. Ce sont les compétences des historiens de l'art, de nous-mêmes, comme moi-même, les conservateurs du département, les documentalistes, donc sur la carrière de tel artiste, de ce qu'on sait d'un artiste à un moment donné, parce que un mot qui est important dans ce que je viens de dire, c'est à un moment donné, c'est-à-dire que c'est toujours ici et maintenant l'image que l'on se fait de l'artiste, de l'œuvre, à ce moment X. Les connaissances techniques, scientifiques, du laboratoire, du C2RMF. Donc on voit bien que d'emblée, il y a eu à un moment un grand fantasme de la science techniciste en quelque sorte, où la machine allait nous livrer toutes les informations nécessaires, à préparer une restauration. C'est pas le cas. Il y a donc le travail de l'historien d'art, le travail des scientifiques du C2RMF, et puis bien évidemment aussi ensuite le travail, la connaissance technique des restaurateurs. À côté, sur cette diapositive, vous voyez aussi la grande diversité des sources que nous utilisons. Nous y reviendrons pour la liberté, qui sont des sources le dossier préalable et radiographie, par exemple, les sources archivistiques, les photographies anciennes qui nous permettent de suivre
parfois, et ça a été le cas pour la Liberté très précisément, les différentes étapes du vieillissement ou de la vie de l'œuvre depuis le milieu du XIXe siècle. Et nous avons une aide extrêmement précieuse pour cela, qui est le service d'études et de documentation du département des peintures, qui est quasiment la plus importante documentation dans un musée au monde. Ensuite, pendant la restauration, nous avons les différentes étapes de la restauration sur lesquelles reviendront les restauratrices: refixage, décrassage, examen complémentaire, les essais de nettoyage, le traitement du support et puis la réintégration, revernissage. À toutes ces étapes, toutes les personnes que vous voyez ou toutes les catégories de personnes que vous voyez présentées sur la diapositive sont présentes et sont en discussion, conservateurs, restaurateurs, le département de la recherche, le département de la restauration du C2RMF. Quelquefois, c'est le cas pour la Maestà de Cimabue, nous réunissons un comité scientifique international ad hoc, les photographes qui suivent étape par étape la restauration, et puis évidemment les mécènes et le service du mécénat. La chance aussi, dans un département comme le département des peintures du Louvre, d'être un peu corporate, comme on dit, mais c'est que nous couvrons un champ extrêmement vaste, qui va quasiment du XIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, et qu'une fois tous les 15 jours, nous avons une réunion de l'ensemble des conservateurs du département avec les restaurateurs et avec le C2RMF, ce qui fait que s'exprime sur chaque tableau qui est en restauration, pas seulement le spécialiste, comme par exemple pour le XIXe siècle, ou moi-même, mais aussi le spécialiste de la peinture italienne du XVIIe siècle peut intervenir, poser les questions sur un tableau du XIXe siècle ou sur un tableau du Trecento, ce qui permet aussi parfois de poser les questions qu'on ne veut pas se poser, qu'on met un petit peu sous le boisseau, qu'on ne voit pas parce qu'on est trop spécialiste de la question. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, après la restauration, il y a encore tout un travail. Ça ne s'arrête pas une fois que l'œuvre est restaurée, avec le rapport d'intervention qui est fourni par les restaurateurs et la couverture photographique qui sont archivés et rendus accessibles au public au C2RMF, l'encadrement. Vous savez que depuis le Grand Louvre, le département des peintures a une grande politique, a une grande attention au cadre et à l'encadrement. Nous avons ouvert il y a d'ailleurs quelques années des salles uniquement destiné au cadre sans tableau à l'intérieur. Donc il y a l'encadrement, donc ça fait intervenir aussi des ateliers d'encadrement, et puis tous les équipements qui sont liés à la protection des œuvres. Ensuite, le transfert et l'accrochage en salle, puis la communication, la médiation, ce qu'on est aussi en train de faire en ce moment. Et ça, c'est une dynamique nouvelle que nous voudrions impulser, des expositions après les restaurations et des publications qui permettent de livrer au public de spécialistes et au grand public les informations, ce qu'on a appris sur ces restaurations. Là aussi, vous avez eu affiché toutes les personnes qui sont impliquées. Ici, quelques images des différentes étapes que je viens d'évoquer, l'atelier d'encadrement, les cadres, le choix du cadre, s'il faut changer le cadre, ou la restauration du cadre parallèlement à la restauration du tableau, le traitement, là vous voyez des protections arrière pour les revers des tableaux pour éviter l'empoussièrement parfois extrêmement important des tableaux, et puis l'accrochage avec tout régie, installateur, dans les salles, ici Sardanapale, dans la salle Molien. Et puis ici, la valorisation auprès du grand public avec les expositions. Ici, revoir Van Eyck que vous pouvez voir jusqu'encore 1 mois et demi dans l'aile Sully. Et puis l'accès à l'information qui est pour tout public, des documents précédemment évoqués, les rapports de restauration, les campagnes photographiques, les études qu'on a pu faire, soit au Centre de recherche et de documentation du département des peintures, soit au C2RMF, avec en particulier la base EROS, qui est la base du C2RMF. Vous avez ici une photo du Centre d'études et de documentation du département des peintures. Voilà. Donc, ce qu'on voudrait vous présenter maintenant de façon
petit peu rapide, c'est vous présenter les grandes œuvres rapidement avant que Côme intervienne sur Côme et les restauratrices Laurence Mugnot et Bénédicte Trémolière interviennent sur ce qui a été fait sur la liberté de Delacroix. C'est vous présenter un petit bilan très rapide de notre politique de restauration, avec évidemment traditionnellement les deux grandes, disons, branches de la restauration, les remises en ordre qu'on pourrait qualifier de structurelles avec des restaurations fondamentales. Par exemple, le cycle de Marie de Médicis, j'y reviendrai très brièvement dans un instant. Le cycle de Saint-Bonaventure de Zurbarán, sur lequel on reviendra dans un instant, mais aussi le radeau de la Méduse, qu'on n'a pas restauré pour le moment au niveau de la couche picturale, mais dont il y a quelques années, nous avons repris complètement qu'on a décroché, on a repris le support et le châssis qui posaient problème. Et puis l'autre branche, c'est la remise en valeur des œuvres pour une meilleure visibilité, ces restaurations qu'on qualifie à tort d'esthétiques, mais qui visent à rendre une meilleure lisibilité, une meilleure compréhension des œuvres. On y reviendra, Léonard et les léonardesques, les nordiques du XVIIe siècle et la grande campagne que nous menons sur les grands formats du XIXe siècle depuis maintenant 3 ou 4 ans. Ensuite, il y a les restaurations qui vont être liées, qualifiées de fortuites, qui le sont plus ou moins, fortuites lorsqu'il peut y avoir un accident ou du vandalisme, et puis moins fortuites, qui sont liées aux nouvelles acquisitions, car depuis effectivement quelques années aussi, nous avons une politique extrêmement dynamique, pardon de le dire encore, mais il faut l'affirmer quand on fait des choses, disons, positives en matière d'acquisition, et en particulier en matière d'acquisition de trésors nationaux. Donc, j'ajoute, ça c'est une petite parenthèse pour montrer que ce qui nous occupe, c'est pas seulement ce qui est dans nos murs, mais c'est aussi ce qui est en dehors, enfin qui peut être aussi dans nos murs, mais qui ne prend pas la forme d'œuvres exposées sur les murs. Ce sont les grands décors. Vous avez ici quelques exemples de l'appartement d'Anne d'Autriche qui sera bientôt révélé au public, en particulier à l'occasion de l'exposition Torlonia dans quelques semaines. Et puis aussi nos dépôts. Le département des peintures conserve à peu près 6400 œuvres au sein du Louvre. On en présente plus de 4000, 4200, 4300 et 7000 œuvres, 6500, enfin 6000 œuvres en fonction qui sont en dépôt, principalement dans des musées en région, ou à Paris, si on a la série des ports de France de Verneuil, quelquefois dans des monuments, comme ça a été le cas à Notre-Dame. Vous avez ici une image de Notre-Dame après l'incendie, avec un tableau qui est un dépôt du Louvre, en particulier les Mets de Notre-Dame, sur lequel il y a eu une importante opération de restauration, et certains mets sont présentés au Mobilier National en ce moment. Brièvement, école par école et à peu près date par date, les grandes œuvres que nous avons restaurées. Alors, pour l'école italienne, il y avait cette dynamique qui avait été lancée autour des restaurations de Léonard. Depuis que je suis directeur du département, nous l'avons continué, donc il y a 10 ans, avec la belle ferronnière de Léonard, le Saint-Jean-Baptiste aussi de Léonard. Alors c'est assez incroyable, c'est que le Saint-Jean-Baptiste est une œuvre qu'on n'arrive pas à photographier. Donc les lumières font en sorte qu'on ne peut pas photographier l'œuvre. Donc on ne sait jamais ce qui est restauré, pas restauré. Ça, c'est le génie de Léonard. Une restauration qui a été très très longue, qui a pris quasiment 10 ans, qui est la Vénus du Pardo. À chaque fois, vous avez la technique, les dimensions, le conservateur qui a suivi la restauration, et puis les restaurateurs ou restauratrices qui s'en sont occupés. La petite princesse de Pisanello. Dans la même salle, la Vierge d'humilité de Jacopo Bellini, car nous avons une campagne aussi dans des zones qui n'avaient pas été traitées au moment du Grand Louvre. Le Grand Louvre avait déjà tellement à faire à ce moment-là que il y avait des zones qu'on estimait moins urgentes à l'époque ou qui n'avaient pas pu être traitées pour des raisons sur lesquelles on va revenir pour des raisons techniques. Quelques détails ici du tableau de Jacopo Bellini qui ont ressurgi à l'occasion de la restauration.
Évidemment, le condottiere d'Antonello de Messine, mais là aussi, on voit que la photographie ne rend pas compte de l'extraordinaire qualité et de la restauration, et évidemment du tableau, dont j'aimerais faire un chef-d'œuvre aussi célèbre que la Joconde, mais je crois que j'y arriverai jamais, un jour peut-être. L'atelier de Léonard, le Saint-Jean-Baptiste en 2019. Bon, c'est un peu une litanie, mais ça vous permet de mesurer un petit peu les choses. Alessio Baldovinetti, très belle restauration d'un tableau qu'on regardait finalement assez peu et qui est un tableau absolument extraordinaire de l'école florentine et extrêmement important pour l'histoire du paysage, avec ce paysage qu'on a redécouvert, ce paysage à vol d'oiseau derrière la Vierge. Et puis, plus récemment, la Vierge à l'Enfant et Saint-Jean-Baptiste, donc la belle jardinière de Raphaël. Beaucoup de ces restaurations sont des restaurations, sont essentiellement des allègements de vernis, comme on le voit ici, avec la fenêtre qui a été ouverte sur le tableau avant restauration. Lorenzo Di Credi, ça c'est lié aux nouvelles acquisitions. C'est qu'on avait un petit tableau autrefois attribué à Léonard, aujourd'hui attribué à Lorenzo Di Credi. C'est une prédelle qui est l'Annonciation. Et il y a quelques années, cet autre tableau est réapparu. Vincent de Lieuvin, le conservateur de la peinture italienne, l'avait identifié, l'a identifié comme étant le tableau qu'on cherche manquant à la prédelle. Donc nous l'avons acquis et restauré par la même occasion. Perugino, là aussi je crois qu'on a un joli détail qui nous permet, nous avons retrouvé tous ces décors qui sont faits au niveau des flèches du Carquois, voilà, quelques jolis détails de Pérugin. Et puis plus récemment, la Pietà de Cosmetura, qui est un élément d'un polyptyque dont la partie basse se trouve à la National Gallery de Londres et qui a été restauré à Londres. Peut-être un détail pour vous dire aussi que nous sommes de plus en plus en contact avec nos collègues internationaux dans un échange de procédés, de divergences aussi quelquefois en matière de restauration, notamment avec la National Gallery de Londres, avec qui nous discutons beaucoup autour de la restauration de Cimabue, mais aussi avec nos amis italiens de l'Opificio, où vous l'avez vu si vous êtes venu précédemment dans la conférence donnée par Sophie Caron et Madame Dubois, avec l'IRPA de Bruxelles. Ici, un détail du Cosmetura que nous avons restauré. Le Giambattista Tiepolo acquis il y a quelques années, dont la restauration est achevée. Le cadre est en cours de fabrication. Il sera exposé sous peu dans les salles. Et puis, les Arcimboldo, qui sont en cours de restauration, dont la restauration va s'achever, que vous verrez dans quelques semaines dans les salles avant de les découvrir au Louvre-Lens, où ils iront à la fin de l'année. Et puis, la Maestà de Cimabue, en cours de restauration, qui donnera lieu à l'exposition que j'évoquais précédemment, est liée à la Maestà de Cimabue. La nouvelle acquisition Trésor national, la dérision du Christ, qui a été une absolument magnifique acquisition. C'est quasiment les débuts, l'an 1 de la peinture entre guillemets moderne, et qui fait l'objet d'une restauration en même temps que la Maestà de Cimabue. Et puis lié toujours aux acquisitions, nous venons d'acquérir 2 œuvres très importantes de Pietro Lorenzetti qui ont des vernis, ont quelques problèmes de vernis et de repeint et qui sont en cours de restauration que vous verrez sous peu. Les écoles nordiques, ça sera un petit peu moins long parce qu'il y en a un petit peu moins. Bosch, la nef des Fours restaurée en 2015. Les paysages autour de Obema, de Ruisdael, la salle des paysages. Ici, vous avez le Ruisdael et le magnifique moulin à eau de Obema. Dans la rubrique, là aussi, acquisition complexe, trésors nationaux, les portraits de Oppian Kopit et Martin Solmans. On l'a formulé comme état civil. Oppian Solmans né Kopit. Là aussi, vous savez que c'est une acquisition conjointe avec le Rijksmuseum d'Amsterdam. Et nous avons mené ces tableaux ne peuvent pas être séparés. Tout ce qui touche à la vie de ces tableaux doit être fait
en étroite collaboration, plus que collaboration, en accord complet entre le Louvre et le Rijksmuseum, et les tableaux ont été restaurés au Rijksmuseum avec une restauratrice du Rijksmuseum, mais avec plus que notre propre participation et la participation d'une restauratrice française. Donc là, c'était une collaboration, un mariage véritablement entre nous et le Rijksmuseum. Donc c'est dire aussi le caractère international dans lequel nous inscrivons notre politique de restauration, comme toute la politique du département des peintures et du musée du Louvre en général. Jan Lievens, très joli tableau, la diapositive suivante avec un très beau détail, notamment dans le rendu de la lumière. Là, une opération de sauvetage, une œuvre de Van Dyck, le portrait d'une noble génoise. C'est un tableau qui appartenait à la famille Rothschild, qui a été saisi, spolié pendant la guerre, conservé dans des mines de sel où il a beaucoup souffert, donné au Louvre à l'issue de la guerre par la famille Rothschild et qui présentait régulièrement des problèmes de soulèvement, dont très récemment des problèmes de soulèvement importants qui ont été traités au cours de cette restauration. Toujours Van Dyck, les portraits des princes palatins. Là, c'est une restauration extrêmement récente, très longue, qui nous a amené à beaucoup de réflexions. C'est un tableau qui est peint sur parchemin. Le portrait d'Anne de Clèves, ça fait plusieurs années, il y a eu plusieurs années d'études, quasiment 3 ans d'études avant la restauration de ce tableau, qui nous a permis de retrouver effectivement le fond dont on se demandait s'il était vert, s'il était noir. En réalité, il était bleu, et une qualité assez extraordinaire de détail. Ici, toute la parure, ici les mains, et puis sur la diapositive suivante, vous pouvez voir le décor entre les 2 cabochons. Là, on voit bien la main du maître et la main des élèves, ou de l'atelier plutôt. C'est-à-dire que le maître a dessiné le motif principal tel qu'il voulait qu'il soit copié, et ensuite ce motif a été reproduit. On voit que la qualité n'est pas tout à fait la même sur le reste du décolleté. Et puis, pour terminer, effectivement, je n'y reviens pas, la Vierge du chancelier Rollin qui a été restaurée face et revers et sera présentée dans les salles, comme elle l'est dans l'exposition, face et revers. Alors ensuite, acquisition récente, de nouveau, on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop si c'est français du Nord, flamand, germanique, mais l'œuvre nous a paru d'une qualité telle que nous nous en sommes portés acquéreurs, même s'il y a une grande interrogation sur les questions d'attribution, et ça s'inscrit là aussi dans une politique d'acquisition que j'ai voulu favorable, en tout cas aux primitifs, ce qu'on appelle les primitifs français, italiens, nordiques. Voilà, donc il y a aussi une intrication, si vous voulez, de la politique d'acquisition, de la politique de restauration au sein du département. Et puis, en cours, le portrait de Charles Ier d'Angleterre de Van Dyck, en cours de restauration, et le cas très difficile de la galerie Médicis de Rubens, question qui s'était déjà posée au moment du Grand Louvre, et galerie qui pose un certain nombre de problèmes. Au moment du Grand Louvre, on avait fait un certain nombre de refixages, et c'est une galerie sur laquelle il y a eu refixage sur refixage, revernissage sur revernissage, et qui aujourd'hui est dans un état de conservation, là pour le coup, qui est assez inquiétant. Ces refixages ne tenant plus, les vernis entraînent aussi la couche picturale, donc on a des graves problèmes de soulèvement, et donc il faut que nous nous attelions à ce chantier qui est extrêmement important, mais nous avions une difficulté importante face à ça, qui était la réalisation du dossier préalable, et qui est c'est-à-dire le dossier de radiographie, d'examen, etc., sachant que ça a un coût extrêmement important. Et qu'il fallait aussi, ça a un coût en argent qui a été financé par le mécénat de Madame Ayalette, ça a un coût aussi en personnel, en hommes, en machines, et que en tout cas l'étude a été externalisée auprès du laboratoire Radley, parce qu'il fallait s'y consacrer, il fallait quelqu'un qui s'y consacre à plein temps. L'étude est en cours, elle sera achevée
à la fin du printemps, on analysera les résultats, on pourra donner des premiers résultats à l'automne et ensuite, on espère, une restauration de ce cycle. Du côté de l'école espagnole, la peinture, une peinture de Luis de Morales, et puis surtout, très récemment, le cycle de Saint-Bonaventure avec les 2 tableaux de Francisco de Zurbarán, Saint-Bonaventure au Concile de Lyon. Là, vous avez aussi quelques détails qui nous permettent de mesurer, enfin, le talent aussi de portraitiste de Zurbarán. J'annonce aussi, je pense que je peux le faire, je regarde Laurence Descartes, je peux le faire, l'exposition Zurbarán qui sera faite par Charlotte Chastel en 2027 avec nos collègues de 26, pardon. Oui, les dates ont changé. Voilà. Voilà, donc là, et puis la mort de l'exposition du corps de Saint-Bonaventure. Nous continuons avec les 2 autres tableaux du cycle qui sont de Francisco de Herrera et qui sont en cours de restauration. Et puis le miracle de San Francisco de Murillo qui sera lancé l'année prochaine. Là aussi, il y a des problèmes de conservation et des problèmes effectivement de vernis. Et puis, nous en arrivons à l'école française qui va nous intéresser maintenant. Delacroix on avait commencé avec l'assassinat de l'évêque de Liège avant l'exposition, dont Com et moi-même avions été commissaires en 2018. La tabagie de Lenain en 2017, qui a été restauré au moment, enfin juste avant l'exposition Lenain au Louvre-Lens, que vous avez peut-être vu, dont Nicolas Milovanovic était le commissaire. Voilà. Et puis le radeau de la Méduse, donc là vous avez des images de ce qu'on a fait en 2019 sur le châssis et sur le support où il y avait des amas de colle, des amas de pièces qui posaient vraiment des vrais problèmes de support qui avaient des incidences d'ailleurs sur la couche picturale. On verra, on est lancé là dans une dynamique autour des grands formats des salles rouges sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants et Géricault évidemment sera est intégré dans cette réflexion. Nicolas Poussin, l'inspiration du poète, avec là un cas particulier, on est au-delà de la question des vernis, et que d'ailleurs Bénédicte a restauré ici. On était aussi avec un certain nombre de questions liées à un agrandissement qu'on a évidemment conservé, que vous voyez en partie ici, qui est lié à l'histoire matérielle du tableau, mais aussi à des questions de repeint de pudeur. Un repeint de pudeur qui a été, que nous avons décidé au terme de longues réunions de retirer. En 2019, là, nous avons eu aussi une autre restauration autour de Toussaint Dubreuil, là aussi un autre repeint de pudeur que vous voyez au niveau du sexe de Climène, qui a été retiré. Et puis Niccolò Dell'Abate, et là aussi un bloc autour de l'école de Fontainebleau qui a été remis à son format originel. Alors ça ne veut pas dire qu'on a coupé et qu'on s'est débarrassé de l'agrandissement. Évidemment, l'agrandissement est conservé. Alors la question des agrandissements, soit on les conserve sous les cadres, si on peut, et revenir parfois à l'image de l'œuvre, la composition originelle, soit quelquefois on les garde, c'était le cas de l'inspiration du poète visible, quelquefois on replie, et quelquefois il peut arriver aussi qu'on découpe, découse l'agrandissement, qu'on le conserve sur un autre support et qu'on présente l'œuvre, la composition telle qu'elle devait être. Lié aux acquisitions, le tableau de Liffrinx offert par les Amis du Louvre en 2020. Et puis dans la même dynamique, on a terminé une restauration qui avait été commencée à la fin des années 60, non achevée, de ce tableau célèbre de Liffrinx. Et pour nous approcher un petit peu plus de ce dont nous allons parler maintenant, Prudhon, nous avons une campagne autour des tableaux de Prudhon, donc le jeune Zéphyr se balançant. Et puis, les scènes des massacres d'Ossio, je dirai 2 mots dans quelques instants. Une nouvelle acquisition encore d'une artiste femme, Marguerite Gérard,
son tableau le plus important que nous avons acquis en vente publique en 2020. Donc là, on est dans le cadre des restaurations de tableaux acquis. Les femmes d'Alger dans leur appartement. Dans la lignée de Prudhon, Constance Mayer, ces tableaux qui ont des gros problèmes, comme beaucoup des tableaux de Prudhon et de cette époque, en tout cas qui ont des gros problèmes de gerçure et qui, de ce fait, étaient considérés comme difficilement présentables. Nous les avons restaurés et ils seront présentés sous peu. Là, on est aussi dans des questions de restauration de cadres qui sont extrêmement importantes. Géricault aussi dans ce bras de Géricault. Et puis Sardanapale. Alors, sur la question des grands formats du 19e siècle, ce sont des tableaux, les restaurateurs et les restauratrices vont y revenir dans quelques instants. Ce sont des tableaux qui sont couverts de couches de vernis postérieures, évidemment, au vernis de Delacroix, beaucoup de vernis de restauration, jusqu'à 8 à 10 couches de vernis altérés, quelquefois qui ont été passés alors que les tableaux étaient encore dans leur cadre. Donc on a des zones vernis, des zones qui l'étaient moins. Mais se lancer dans une restauration de ce type d'œuvre était extrêmement complexe. Première complexité, en dehors de la complexité, si vous voulez, financière, là aussi, c'est le mécénat de Madame Ayalay qui nous permet de le faire, mais c'est la complexité de l'étude préalable, parce que pendant très longtemps, on avait des plaques de radiographie qui étaient extrêmement petites, et je crois que, par exemple, sur les croisées à Constantinople, c'est 220 ou 240 plaques de radiographie pour arriver à la radiographie finale. Et puis ensuite, il y avait la difficulté de reconstituer la radiographie. Évidemment, aujourd'hui, avec les moyens numériques, les reconstitutions des radiographies sont plus faciles, sont plus aisées qu'elles ne l'étaient, évidemment, dans les années 50, dans les années 60, dans les années 80 et même dans les années 90. Donc ça, c'était une des premières difficultés aujourd'hui. Donc nous avons pu établir des études préalables, là, avec le C2RMF, sur tous ces tableaux. L'autre évidemment, difficulté, c'est qu'il était évident que dans un musée, les œuvres vivent les unes avec les autres et qu'il fallait pouvoir mener un chantier de grande ampleur, comme ceux qui avaient pu être menés, par exemple, sur la peinture du XVIIe siècle au moment et du XVIIIe siècle française au moment du Grand Louvre, ou sur les Italiens du XVIe, XVIe, XVIIe siècle au moment du Grand Louvre, c'est-à-dire d'avoir une opération au long cours. Donc maintenant que nous avons pu réaliser les dossiers préparatoires, maintenant que nous avons l'argent pour avancer, maintenant que nous avons aussi la connaissance, je vous dis, la mise en commun de toutes ces connaissances, les connaissances non seulement sur la technique de Delacroix, mais aussi les connaissances historiques, notamment à la suite de l'exposition que nous avons organisée, Com et moi-même, mais aussi avec les discussions avec nos collègues en France et à l'international qui eux-mêmes ont déjà restauré des tableaux de Delacroix. Et nous pensions et nous sommes sûrs que nous étions mûrs et prêts. Je travaille sur Delacroix depuis à peu près une vingtaine d'années et c'est seulement maintenant que en fait, nous avons estimé que nous étions prêts pour nous lancer dans ce type de restauration. Nous avons commencé par l'œuvre qui nous semblait, entre guillemets, la moins problématique, qui était les massacres de Sceaux, parce que son histoire était très simple. Elle a été présentée au Salon 1824, immédiatement achetée par l'État et, à part une déchirure, quasiment toujours en parfait état de support et quasiment toujours conservée au musée. Puis, nous sommes allés du côté des femmes d'Alger de façon avec toutes les informations que nous avions recueillies au niveau des massacres de Sceaux pour traitant un tableau plus petit d'une période beaucoup plus tardive de Delacroix, puis Sardanapale qui posait une complexité beaucoup plus grande parce qu'il y avait un gros problème, il y a un vrai problème de support. Le tableau ayant fait scandale au Salon de 1828 ou 1827-28 où Delacroix
mais tout ce qui pousse la provocation le plus loin possible, non seulement avec ce sujet terrible, sanglant, mais aussi avec cette peinture violente jetée sur la toile, avec cette couleur aussi, au sens intensité de la couleur pour, disons, frapper les esprits, avec aussi où il met tout ce qu'il sait en tant que peintre, tout ce qu'il sait, toutes les couleurs, toute la richesse, etc. Ce tableau qui a été qualifié, vous le voyez ici, de peint avec un balai ivre, ce tableau n'a pas été acheté par l'État et donc a eu une vie un peu tumultueuse jusque dans les années 1920 où il a été acquis par l'État, il a été déchiré, il a été transporté en Écosse, transporté dans différents pays et donc c'est la raison pour laquelle nous l'avons traité qu'assez tardivement. Et puis maintenant, nous abordons la liberté avant d'aborder les croisés à Constantinople. Pardon, je n'avais pas terminé la litanie des œuvres, je le vois là. Acquisition, une petite acquisition qui a posé des questions intéressantes de repeint à retirer, notamment au niveau des armoiries. Le petit détail, ensuite, voilà, un petit détail pour que vous puissiez juger, et en particulier de la qualité des poinçons tout autour de ce tableau. Et puis, en cours, il y a la Diane chasseresse, tableau très célèbre de l'école de Fontainebleau. Une nouvelle acquisition qui est Lubin Bogin, Adam et Ève pleurant la mort d'Abel. Là, vous voyez le tableau, c'est un tableau qu'on a acheté en vente publique, qui était extrêmement crasseux dans son jus, comme on dit, mais on sentait bien que dessous, il y avait quelque chose de très important. Le tableau, la restauration vient de se terminer, le tableau sera présenté sous peu. Vous avez ici un très beau détail. Et puis, le Gilles de Watteau, qui sera présenté à l'exposition à l'automne, exposition organisée par Guillaume Farou, dont Guillaume Farou est le commissaire, le Tigre de Delacroix, et puis dans les prévisions pour l'année 2025, nous terminerons le cycle de la Croix avec la prise de Constantinople par les croisés. Nous allons aborder donc maintenant, et j'ai déjà trop parlé, nous allons aborder maintenant la question de la liberté avec Côme Fabre, Laurence Mugnot et Bénédicte Trémolière. Merci. Donc je vais rapidement brosser à grands traits l'historique de ce tableau insigne, certainement l'un des plus célèbres qui est peint Delacroix, mais qui reste néanmoins assez atypique. En tout cas, dans sa carrière, ça a été un véritable rebond. Elle l'a sauvé du marasme qui avait suivi l'échec de la mort de Sardanapale en 1828. Le tableau avait été unanimement rejeté par la critique et Delacroix avait complètement échoué à le vendre. Les 3 journées révolutionnaires de juillet 1830, qui sont la première insurrection dont Delacroix a été le témoin direct, l'ont galvanisé et lui ont rappelé les heures glorieuses de sa famille au service de la Révolution, du Consulat, de l'Empire. Rappelons que son père avait été ministre et ambassadeur de la République française et que ses frères se sont illustrés dans la grande armée napoléonienne. Alors Eugène Delacroix s'est mis au travail dès le mois de septembre 1830, comme en témoigne cette lettre célèbre adressée à son frère aîné, général de brigade à la retraite. Pour le spleen, il s'en va grâce au travail. J'ai entrepris un sujet moderne, une barricade, et si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins je peindrai pour elle. Cela m'a remis de belle humeur. Alors la composition est très intéressante parce qu'elle est un précipité de ses expériences passées. Il fonctionne vraiment par synthèse. Ce combat pour les libertés dont il est le témoin le replonge dans le réalisme âpre des scènes des massacres de Sceaux, peintes 6 ans plus tôt, mais plutôt qu'une juxtaposition de choses vues qui crée un ensemble assez hétérogène et centrifuge, comme c'est le cas de ce tableau, il choisit d'emblée de lui donner un sens, une justification, en ajoutant une allégorie. L'allégorie de la liberté. Et il met à profit pour cela la réussite de son allégorie très réaliste, celle de la Grèce sur les ruines de Missolonghi qu'il avait imaginée en 1826. Mais il fallait rompre en même temps avec le chatoiement des costumes orientaux de cette Grèce très ottomane et se retremper dans l'univers urbain, âcre et très noir de la misère des classes laborieuses parisiennes.
Il ne fallait pas dissimuler la part macabre et angoissante qu'ont été ces heures de révolution en juillet 1830, où le spectre de la guerre civile a hanté les esprits. Delacroix s'est donc profondément replongé dans le radeau de la Méduse, peint par son aîné, Géricault. Delacroix avait été témoin de la création de ce tableau, pour lequel d'ailleurs il a posé pour un des personnages. Et il le cite abondamment dans La liberté guidant le peuple. La seule force chromatique de son tableau, Delacroix la fera reposer donc sur la fanfare des 3 couleurs nationales retrouvées, qui, on le rappelle, puisque je rappelle le titre principal et originel de La liberté guidant le peuple, c'est le 28 juillet 1830, le 28 juillet, 2e jour d'insurrection, qui a été celui où le drapeau tricolore a réapparu sur les toits de Paris et sur les tours de Notre-Dame, des couleurs qui effaçaient 15 ans de censure et aussi l'humiliation de l'occupation de Paris par les Prussiens et les Russes en 1815. Donc voilà tous les ingrédients avec lesquels Delacroix va créer un chef-d'œuvre d'équilibre et de maturité. Alors la présentation au Salon de 1831 est un succès. Personne n'est indifférent à ce tableau, qui est salué par des critiques aussi divers que Étienne de l'Écluse, Heinrich Heine, le journaliste et poète allemand, ou bien Victor Schœlcher. Delacroix aimerait alors beaucoup que son tableau soit acheté par les bons soins du directeur des musées royaux, le comte de Forbin, pour être présenté en qualité de bien de la couronne dans les galeries du musée du Luxembourg, ce musée donc réservé aux artistes vivants, qui était l'antichambre du musée du Louvre. Hélas, Forbin, à cette époque, est malade. Il a perdu de son influence auprès du nouveau roi, Louis-Philippe, un roi qui reste d'ailleurs d'un silence de glace devant la liberté dans le peuple. Les négociations échouent au prétexte de problèmes de prix, mais c'est certainement aussi que le tableau embarrasse, puisque La liberté dans le peuple est un véritable appel au désordre, à l'insurrection permanente. Alors le salut, si l'on peut dire, vient de l'inénarrable Antoine d'Argout, ministre du Commerce et des Travaux publics, qui a en charge les commandes artistiques de l'État pour les églises et les bâtiments publics, comme les préfectures ou les tribunaux. Ce ministre qui croit faire plaisir à Delacroix en lui proposant une compensation, une commande d'un tableau à 3000 francs, mais sur un sujet imposé. Alors je vous lis l'intitulé « Le roi Louis-Philippe visitant le 8 juin 1831 la chaumière où il avait logé 40 ans plus tôt au soir de la bataille de Valmy ». Alors est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde Delacroix se plier à une telle purge ? Donc il s'empresse de refuser la commande et propose à la place sa liberté guidant le peuple pour le même prix. L'affaire est conclue au mois d'août. Le tableau devient donc finalement enfin propriété de l'État, mais c'est un pis-aller. Pendant 45 ans, le tableau n'a aucune destination précise, il est inscrit sur aucun inventaire et il n'est géré par aucun conservateur. Malgré quelques mois d'exposition au musée du Luxembourg jusqu'en 1833, il est ensuite invisible pendant 25 ans. Il est même rendu à Delacroix, qui n'a pas de place où le mettre et qui le stocke chez une vieille tante dans le Val d'Oise. La première fois que le tableau réapparaît, c'est en 1855, première sortie publique à l'occasion de l'exposition universelle, parce que Delacroix bénéficie d'une rétrospective personnelle et aussi parce que l'empereur Napoléon III lui-même a autorisé l'exposition de ce tableau. Je vous montre, alors malheureusement, sur cette prise de vue de Disdéry de l'exposition de Delacroix en 1955, la liberté n'apparaît pas, elle était sur un autre mur. Et à côté, je vous présente ce document peu connu, qui est la plus ancienne photographie connue de la liberté, sans doute un daguerréotype d'Édouard Baldus, inexploitable, mais touchant, puisque le tableau n'a alors que 23 ans d'âge.
Alors, à la mort de Delacroix en 1863, le tableau est enfin exposé en permanence au musée du Luxembourg, mais la grande date à retenir, c'est surtout 1875, l'arrivée du tableau au Louvre, où il est enfin inscrit pour la première fois sur les inventaires des musées nationaux. Il reçoit la matricule RF 129, RF pour République française, ce qui ferait croire à une acquisition de la Troisième République, ce qui n'est pas du tout le cas. Vous le voyez ici accroché dans la salle des États. Alors la vie de musée, malgré tout, ça n'est pas de tout repos. Il y a l'évacuation en catastrophe du musée en 1914. Le tableau est évacué à Toulouse pour fuir l'avancée de l'armée allemande. Il est sans doute restauré au retour, mais de cela nous n'avons pas de traces d'archives. Éventuellement une intuition à l'examen de photographies anciennes. Et puis, il y a l'évacuation, beaucoup mieux préparée, en 1939, quoique avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire assez rustiques. Et le stockage au château de Chambord d'abord, et puis ensuite, à partir de 1943, au château de Sourches, dans la Sarthe. Retour à Paris en 1945, là encore avec certes beaucoup d'enthousiasme, mais très peu de moyens, on manque de tout, pas de bois pour faire des caisses, de carton, de papier. Donc là, on n'a pas de photo du retour de la liberté, mais vous voyez comment ça s'est passé pour le radeau de la Méduse, ça fait assez froid dans le dos. Et donc, tous les grands formats de Delacroix font l'objet d'une restauration fondamentale en 1948 et 1949. Vous voyez à droite une photographie datant exactement de cette époque, figurant les restaurateurs des musées nationaux à cette époque, et notamment en bas à droite, Michel Zedzos, qui a été chargé de la restauration de la liberté guidant le peuple, en tout cas la partie portant sur l'allègement et l'harmonisation des vernis. Le dernier changement matériel important qui a affecté la liberté guidant le peuple, il est lié au voyage très politique du tableau au Japon, sur ordre du président Jacques Chirac, contre l'avis de l'ensemble des conservateurs, et qui a provoqué le changement du châssis et la mobilisation de ce superbe avion Beluga, et qui nous a donc gratifié d'un joli timbre japonais. Voilà, je m'arrête ici et je passe la parole immédiatement à nos deux restauratrices qui, cette fois-ci, vont vous montrer en avant-première mondiale donc, les altérations qu'elles avaient observées, les études préalables et puis surtout leur travail. Bonsoir, donc je m'appelle Laurence Meuniot et voici Bénédicte Trémolière et nous avons travaillé 2 concerts sur cette restauration. D'abord, le diagnostic initial. Je vais vous montrer une vue avant restauration. C'était et c'est un tableau en bon état de conservation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'altération qui mettait en péril la peinture. Elle était en bon état. Comme Combe-Fabre vous l'a expliqué, le support avait été traité au cours des années précédentes par un rentoilage en 1949, puis par un changement de châssis, c'est le châssis que vous pouvez voir sur cette photo du revers ici, en 1999. Et puis il y a encore eu également, c'est ce qu'il y a maintenant, un dos protecteur qui protège la toile de la poussière et des vibrations. La problématique principale, c'était celle en fait de l'accumulation des matériaux de restauration qui se sont progressivement dégradés au cours du temps. Ces matériaux, il s'agit en fait d'une accumulation de couches de vernis, de restaurateurs et également de repeints qui visaient à masquer différents petits accidents. Notre travail, évidemment, et cela vous a été expliqué, s'intègre dans toute une chaîne, dans toute une étude, voilà, le travail notamment du C2RMF, qui nous a transmis un certain nombre d'informations et une imagerie scientifique qui nous aide, qui est notre base pour comprendre le tableau et commencer à travailler. Alors vous avez en haut à gauche d'abord la radiographie qui ici a été assemblée, évidemment, toutes les feuilles de radio qui sont assemblées numériquement. En haut à droite, une réflectographie infrarouge, une photographie infrarouge en bas à gauche. Donc ces 3 clichés nous donnent des éléments principalement sur l'élaboration
de la peinture, donc nous aide à comprendre certaines touches ou certaines choses qui pourraient être difficiles pour nous de comprendre. Ils permettent aussi de trahir parfois des repeints ou des modifications ultérieures. Et la vue en bas à droite, qui est toute verte, c'est une vue sous ultraviolet qui nous permet de distinguer les couches de vernis qui vont fluorescer en surface grâce à cette technique, et également les repeints. Et comme cela vous a été expliqué également par Comfabre, nous avions la chance pour ce tableau de bénéficier d'une très belle documentation photographique ancienne qui nous a permis de beaucoup mieux comprendre les interventions anciennes qui avaient eu lieu sur ce tableau et qui sont parfois mentionnées dans les archives sous forme de quelques mots seulement, et on ne sait pas forcément exactement à quel matériau les rattacher. Et donc évidemment, ces photos ont été extrêmement précieuses pour nous, et c'est assez rare en général dans les restaurations de peintures anciennes de bénéficier d'autant de bonne documentation. Donc, la restauration s'est déroulée en 2 étapes principales. Le nettoyage, c'est-à-dire l'intervention, comme je vous l'ai expliqué, sur les vernis dégradés et les repeints. Puis une 2e étape qui est celle du vernissage et de la retouche. Donc là, on va vous montrer quelques petits détails du travail de nettoyage. Ici, on commence par des petites fenêtres, par des tests qui nous permettent d'évaluer la sensibilité des matériaux à retirer et d'évaluer tout simplement la faisabilité technique du nettoyage et des éventuelles difficultés que nous pourrions rencontrer. Donc ici, un test sur le torse du voltigeur suisse qui vous permet de bien comprendre l'aspect très jaune des vernis qui étaient en surface. Là, une vue un petit peu plus large où on voit d'autres petits tests qui ont été faits sur d'autres plages de couleurs pour essayer de tester toutes les types de matières et de couleurs pour avoir une vue d'ensemble assez précise. À partir de ces tests et après validation par l'équipe de conservation, nous avons élargi donc ce nettoyage, et vous pouvez voir ici ma collègue Bénédicte Trémolière au travail. À gauche, elle travaille donc au bâtonnet de coton avec des solvants. Donc, on a utilisé des solvants liquides ou sous forme gélifiée. Et à droite, vous pouvez la voir utiliser une lampe ultraviolette pour contrôler l'avancée de son travail, donc qui va permettre de faire fluorescer les matériaux que l'on cherche à retirer. Voici le travail de nettoyage en cours qui vous montre justement cet très important jaunissement des couches de vernis qui parfois avaient également un peu d'encrassement qui s'était mêlé dans ce vernis et qui explique l'assombrissement important, en particulier évidemment dans les plages claires. Une autre vue cette fois-ci de l'homme au chapeau, où vous voyez en partie haute donc une partie qui n'a pas encore été nettoyée, et vous voyez aussi des petits points blancs sur une ligne horizontale. En fait, il s'agit d'une des coutures, puisque le tableau était peint sur une toile composée de 3 pièces de toile cousues horizontalement, et il y avait des petites paires de matières anciennes qui réapparaissent à l'occasion de ce nettoyage. Outre les vernis, nous avions quelques repeints. Pour ce tableau, il n'y avait pas des repeints extrêmement nombreux et extrêmement étendus, donc je vais vous présenter quand même quelques cas de repeints que nous avons discutés au cours des réunions et que nous avons retirés par la suite une fois que ça a été validé. Nous avions d'abord des repeints assez disgracieux et assez étendus dans le ciel, qui masquaient plutôt des détails de facture qui avaient peut-être été mal compris à un moment donné par les restaurateurs précédents. Il s'agissait de restaurations qui dataient de la restauration de 1949. Donc là, on peut voir à gauche l'état avant et à droite l'état en cours de nettoyage. C'est vraiment ces amas un petit peu verts, en fait, qui masquaient une touche assez noire dans les nuages. Et puis, autre cas qui a poussé davantage de réflexion, c'est des touches qui ont été appliquées au niveau de la robe de la liberté et qui cernaient les formes et les rendaient enfin, c'est des touches jaunes, brunes et oranges qui avaient tendance à renforcer certaines des touches de l'artiste.
Je vais vous montrer un détail, notamment avec un fort grossissement. Et vous voyez cette touche jaune très vif qui est doublée par une autre touche en dessous un peu brune. Il s'agit en fait de repeint. Et nous pouvons ici en être sûrs, car on voit très clairement que ces touches passent par-dessus le réseau de craquelures d'âge de la peinture, ce qui nous permet de savoir qu'ils sont donc postérieurs à l'apparition du réseau de craquelures. Et donc il s'agit de repeint. Donc il a été décidé de retirer ces touches, qui d'ailleurs, vous pouvez bien le voir sur cet exemple, ces petites touches viennent contrarier en quelque sorte la touche même de l'artiste, qui au contraire est une espèce de touche sinueuse dans l'autre sens. Un autre exemple encore de repeint, qui était là à la pointe de la baïonnette, qui était devenu jaune très acide, puisqu'il y a en fait, ces repeints n'ont pas été exécutés forcément de cette teinte-là. C'est la dégradation progressive des repeints qui fait qu'ils prennent peu à peu une teinte discordante. Après ces étapes de nettoyage, viennent les étapes esthétiques, où on peut remettre en état de présentation en quelque sorte la peinture. D'abord avec un nouveau vernissage. Donc là, vous voyez ma collègue en train de réaliser un test de vernissage qui nous permet de retrouver la saturation et une brillance homogène sur la surface. Et puis les étapes de retouche. Pour ce tableau qui présente assez peu de lacunes et d'usure, ces retouches ont été assez limitées, assez réduites. Je peux vous montrer par exemple ce cas sur le visage du gamin debout, où vous avez des petites micro-lacunes, des petites paires de matière sur le visage, qui ont donc été retouchées de cette manière-là, de façon illusionniste. De la même manière, dans le ciel, on avait un certain nombre de micro-lacunes qui ont également été retouchées, comme vous pouvez le voir sur la droite. Donc, je vais vous montrer maintenant quelques détails avant et après restauration. Donc, d'abord, évidemment, la liberté, avec deux choses importantes qui sont apparues en cours de restauration. D'abord, l'importance, la tonalité du nimbe, de la couleur dorée derrière la liberté, qui était perceptible auparavant, mais qui paraît très forte maintenant que les nuages et la fumée ont pris une teinte blanche et grise. Et puis, on s'est beaucoup aussi interrogé sur ce traitement très étonnant, très remarquable de la robe de la liberté, qui n'est donc pas entièrement jaune, et dont parlera Bénédicte un peu plus tout à l'heure. D'autres détails, le gamin notamment, où vous voyez que d'une part nous retrouvons évidemment l'éclair, mais également on retrouve toute la profondeur des noirs et la force des contrastes. Et un autre détail de la partie basse qui était peu visible à cause de l'accumulation des vernis et parce que c'est aussi des zones qui sont beaucoup plus sombres. Et là on voit bien l'intensité des contrastes et des couleurs. En guise de conclusion, je vais juste vous montrer quelques images après restauration de détails. Évidemment, les photos, il faudra évidemment que vous alliez voir le tableau parce que les photos sont traîtres parfois. Et on a tellement, nous, eu l'habitude de voir l'œuvre pendant des jours et des jours que là, les photos exagèrent un petit peu certains contrastes lumineux. Mais ce qui a été fabuleux pendant cette restauration, c'est de voir à quel point la technique de Delacroix est riche et il a une maîtrise de la peinture à l'huile exceptionnelle. Et il a un savoir-faire incroyable et également une audace. Donc on sent qu'il comprend complètement toutes les possibilités de la peinture à l'huile, il les exploite et il invente énormément. Ce qui nous a aussi frappé, c'est le fait qu'il joue sur les couleurs primaires. Donc il utilise essentiellement dans sa peinture le bleu, le rouge, le jaune, le blanc sur des fonds gris et des fonds bruns. Et il n'utilise absolument pas de contraste, de complémentaire comme il a pu le faire sur Sardanapale ou sur les femmes d'Alger. Donc c'est vraiment volontairement, il joue sur ces couleurs primaires qui lui donnent cette acidité et ce langage de la peinture qui est
essayer d'exprimer cette dureté de la scène, et il a choisi d'à la fois harmoniser son tableau en mettant, comme vous allez le voir, des notes bleu, blanc, rouge à différents endroits, mais il ne cède pas à l'envie qu'il a dû avoir quand même de jouer sur les complémentaires qui auraient adouci la scène. Et là, il y a une âpreté due à ce choix de couleurs. Et on voit nettement là comment il a, évidemment avec le drapeau bleu, blanc, rouge qui est au centre du tableau en haut, et le jaune autour du visage de la liberté, il a comme décomposé, réparti ses couleurs un peu partout sur sa toile. Et là, on voit qu'il reprend donc le bleu, blanc, rouge dans le fanion, au-dessus de cet ouvrier, mais on retrouve aussi le bleu, blanc, rouge dans le chapeau, et également dans le sabre qu'il tient, avec une note de jaune pour renforcer ces trois couleurs primaires. On le voit également à droite du tableau dans le paysage urbain avec les tours de Notre-Dame, où il a placé un petit drapeau qui n'est pas dans le bon sens, c'est une énigme, mais c'est quand même du bleu, blanc, rouge. Et puis d'une façon moins vive dans les petits personnages qui sont en dessous, où on voit un bleu pâle avec un rouge un peu moins fort, pour toujours ce rappel de couleurs. On les voit aussi dans les ceintures, dans la ceinture de l'homme agenouillé, dans la ceinture de l'ouvrier, toujours ce rappel-là. Et on le trouve également sur la gauche. On a retrouvé une chaussure qui était vraiment masquée par les vernis. Et même dans cette chaussure, il a réussi à mettre une touche de rouge. Il faudra que vous alliez voir le tableau. Ça sera à la bonne hauteur des yeux, vous pourrez la voir. Une petite touche de rouge à l'intérieur de la chaussure et une petite touche de jaune aussi à l'extérieur. Et le sol a des tonalités bleutées. On voit aussi dans le merveilleux voltigeur suisse, très pathétique parce qu'il est très très jeune et il est mort, et on voit sa tache de sang qui sort de son costume bleu, qui n'est pas le même bleu que celui du drapeau, qui n'est pas le même bleu que celui qu'on trouve sur l'homme agenouillé. Il a une nuance de bleu avec du bleu de Prusse ou du bleu de cobalt, et là aussi c'est du bleu, blanc, rouge. On le trouve également d'une façon magistrale sur les carnations, qu'il fait avec toujours ces petites hachures qu'on voit très nettement dans les massacres de Sceaux. Et là, d'une façon un peu moins nette, mais quand même très présente, il a donc mis des hachures bleu, blanc, rouge dans le personnage que l'on a appelé Hector, qui est au premier plan et qui est mort, et déshabillé, et là aussi très 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 pathétique et très émouvant, parce que lui aussi très jeune, il a un peu de poil juste sous le nez, et donc Delacroix a utilisé ces hachures bleu, blanc, rouge pour faire tourner le mollet de cet homme. Et on retrouve également du bleu, blanc, rouge dans le pied de la liberté, des petites touches et très très minutieusement posé, et toujours avec un geste d'une grande liberté. C'est ça qui est incroyable dans la manière de peindre de Delacroix. Il y a toujours une minutie, un souci du détail, et en même temps toujours une gestuelle très très large, très lâche et très libre. Là, je vous montre ces deux photos qui montrent des contours, parce que là aussi, vous pourrez voir sur ce tableau un jeu toujours de flou et de précision, et les contours peuvent être repris, et là vous voyez à gauche une matière presque avec comme des petits grains, des petites perles qui revient sur un contour et qui l'adoucit en quelque sorte, et puis à des contours beaucoup plus nets avec des traits carrément noirs ou bruns le long de certaines formes. Là vous voyez aussi l'usage de ces brins. Il peut utiliser des brins en glacis très légers pour reprendre
reprendre aussi ses contours, comme sur le vêtement d'Hector, ou alors il revient en touches aussi assez épaisses, et là aussi c'est une caractéristique de la technique de Delacroix, c'est qu'il peut utiliser presque d'une façon empâtée des couleurs brunes qui d'habitude sont plus posées en glacis. Donc il peut avoir des touches très, très épaisses de brun ou de lac rouge. Et on en revient à cette robe incroyable qui était donc masquée par le jaunissement des vernis. Et on s'est rendu compte que finalement, Delacroix avait commencé par travailler une robe plutôt dans des tons blancs, gris, avec des ombres un peu sombres, violettes. Et par-dessus, il vient avec des touches soit très empâtées, soit en frottis, éparses ou rassemblées, comme on voit dans la ceinture, des touches jaunes qui sont un mélange de jaune et de lac et qui donnent toute cette magnifique effet de mouvement à cette robe et de répartition du jaune dans cette robe. On retrouve une même manière de peindre aussi dans le costume du voltigeur suisse, où là aussi il avait peint d'abord son costume sur un ton plutôt gris et revient avec des touches brunes un peu en hachure pour modeler son vêtement. Et là, je finis sur l'usage aussi de petites touches très, très rapidement peintes et où il reprend du jaune sur l'épaule toujours de ce personnage agenouillé devant la liberté, et où il va prendre la hampe de son pinceau pour casser un peu des touches qu'il a posées, et à gauche, à droite, on voit aussi une touche qui fait la jonction entre le vêtement bleu et la robe jaune, comme une touche de reflet ou pour juste faire passer les formes et les unir à la fois. Et enfin, je terminerai sur le visage de la liberté, où l'on voit toujours ce rapport bleu, blanc, rouge et jaune, et le reflet sur le bras de la liberté du drapeau ou des lèvres ou des joues, on ne sait pas très bien, mais qui est un grand morceau de peinture. Alors pour terminer, on peut dire que la liberté de Delacroix sera visible de nouveau à partir du 2 mai dans la salle Mollien. Et on espère, vous verrez aussi que cette restauration a redonné donc on n'a pas mis d'image complète parce que ça vous le redécouvrirez le 2 mai, a redonné aussi du mouvement et de l'élan à la liberté. Et maintenant, c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire avec la liberté. Voilà. Merci.